Le rôle primordial des abeilles dans la grande symphonie de la nature nous a toujours fascinés. Leur organisation parfaitement orchestrée et le précieux fruit de leur labeur forcent l'admiration. Elles sont au cœur de nos vies. Un tiers de notre alimentation dépend directement de leur travail de pollinisation. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une des toutes premières régions apicoles françaises. On y estime la production de miel, principalement de lavande, autour de 2000 tonnes par an, soit 8% de la production nationale. Mais ici, comme dans toute la France, l'apiculture provençale est touchée de plein fouet par le déclin des colonies d'abeilles, dont les taux de mortalité atteignent les 30% par an. Pour lutter contre cette fatalité, des femmes et des hommes passionnés par le vivant se mettent au service de ce fabuleux insecte. Ces apiculteurs sont aussi des scientifiques, des paysans, des entrepreneurs. Ils tissent un lien avec les abeilles, à la recherche de la juste place de l'homme dans la nature. Pour eux, accompagner le travail des abeilles, c'est construire un monde pérenne pour les générations futures. Le chantier est considérable. On peut aller sur un rucher, oublier sa combinaison, mais pas oublier l'enfumoir. On dit qu'il y a autant de méthodes d'apiculture que ce qu'il y a d'apiculteurs. Et donc chaque apiculteur a sa méthode pour l'enfumoir, pour ouvrir une ruche, pour gérer ses abeilles, pour apprendre et comprendre l'abeille. Dans le Var, au cœur du massif de la Sainte-Baume, des centaines d'ouvrières travaillent jour et nuit. Ce ne sont pas n'importe quelles abeilles, elles ont été sélectionnées par l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, dont la mission est de comprendre les causes du déclin et d'y remédier. Pour leur offrir une chance de se ressourcer et régénérer leur défense, l'OFA s'est installée au beau milieu de nulle part, loin des villes et de la pollution. Ici, à 10 km à la ronde, il n'y a que la nature et 2000 ruches dans une biodiversité totalement préservée. Apidologie, on ne connaît pas. Apiculture, on connaît. L'apidologie, c'est l'étude du comportement des abeilles. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi certaines se portent bien et pourquoi certaines se portent mal. Et fort de ce constat, essayer d'analyser scientifiquement les raisons qui font que certaines colonies d'abeilles vont jusqu'à mourir. C'est cette mortalité d'environ 30% qu'on trouve partout dans le monde et qui pose un véritable problème pour la pollinisation. Parce que n'oublions pas que l'abeille, c'est la vie. L'observatoire a été créé sous la forme d'une association autour de 3 pôles principaux. Un laboratoire de recherche, un centre de formation, ainsi qu'un cheptel apicole expérimental de 2000 ruches. Vivien est apiculteur et responsable des ruches de l'OFA. Du coup, on va ouvrir une ruche à mâles de l'Observatoire français d'apidologie. Alors pourquoi une ruche à mâles? Parce que l'OFA fait de la sélection. Et donc, on a dans notre sélection besoin de mâles, de beaucoup de mâles. Et donc, on sature la zone avec des ruches où nous introduisons des cadres à mâles. La reine a besoin de 15 à 20 mâles pour se faire féconder, pour avoir à peu près 8 millions de spermatozoïdes, pour pouvoir être féconde tout au long de sa vie. Et en fait, si on n'avait pas de ruche à mâles, ben, elle irait se faire féconder par les mâles qu'il y a dans le secteur. Sauf que ben, ça serait de l'hybridation, puisque ça serait sur des ruches où on ne connaît pas la génétique. Il y a une reine par colonie,
Cette reine va pondre en gros 2000 à 2500 œufs par jour. Il y a à peu près 50 000 abeilles dans une ruche. Donc là on voit la reine. 1,5 fois plus grande qu'une abeille. À la base, c'est exactement le même œuf. La seule différence, ça va être la nourriture qui va lui être apportée. L'œuf qui va donner une abeille a été nourri au miel et au pollen. Un œuf qui va être nourri qu'à la gelée royale va donner une reine. La reine peut vivre 5 ans. Elle a 8 millions de spermatozoïdes, donc un appareil génital qui fonctionne. Elle a une capacité de ponte. Alors que l'abeille, qui a été nourrie exclusivement au miel et au pollen, au pain d'abeille, va vivre que 30 jours. « 80% de la production agricole aujourd'hui dépend des abeilles. Un tiers de ce que nous consommons dépend des abeilles. Or, il y a maintenant 3 ans, 120 pays réunis autour d'un congrès sur la biodiversité, sur le climat, 120 pays ont ratifié le fait que le déficit d'abeilles pollinisateurs impactait définitivement la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est-à-dire la sécurité alimentaire de nos petits-enfants. Et pourquoi cette sécurité alimentaire est impactée? Parce que les abeilles à travers le monde disparaissent. Chacun en a entendu parler. Il y a un fort taux de mortalité, environ 30% à l'échelle mondiale. Une mortalité qui est due à plusieurs facteurs. Le premier des facteurs, c'est les produits pesticides, ceux qu'on peut appeler produits controversés, qui sont utilisés dans l'agriculture intensive et qui, aussi bien pour l'être humain que pour l'abeille, sont des produits néfastes qui peuvent amener à la mortalité. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le cimetière. Philippe Roy est un apiculteur dépité. Il y a 20 ans, il possédait 300 ruches. Aujourd'hui, moitié moins. On trouve les abeilles qui sont là, qui sont mortes, vous voyez, quelques-unes de chaque côté. Donc ça représente quelques centaines d'abeilles. Voilà ce qu'on retrouve généralement dans toutes les ruches, partout. En cause, les néonicotinoïdes, des pesticides qui affectent le système nerveux des abeilles et provoquent leur mort. Ces substances sont utilisées comme insecticides par les agriculteurs pour traiter leur culture. Résultat, une hécatombe et des professionnels à bout de nerfs comme cet autre apiculteur. Tout est en train de crever à cause de votre merde. Et si ça les fait crever nous, ça nous fera crever nous aussi, quoi. Les néonicotinoïdes n'étaient plus autorisés en France depuis le 1er septembre 2018. Malheureusement, aucune alternative n'a été encore trouvée pour les remplacer. Sous la pression de la filière de la betterave, le gouvernement vient d'autoriser le retour de ces pesticides jusqu'en 2023. Une étude menée en 2012 par des chercheurs français avait pourtant prouvé que les abeilles perdaient le sens de l'orientation sous l'effet d'un néonicotinoïde. Notre étude, effectivement, est sortie en 2012, mais l'histoire est beaucoup plus ancienne que ça, en fait. Les apiculteurs, au milieu des années 90, lorsqu'ils mettaient leurs ruches à proximité de parcelles de tournesol, observaient des dépopulations. Et ils ont fait le lien avec une nouvelle famille d'insecticides qui venait d'être homologués, qu'on appelle les néonicotinoïdes, que les agriculteurs pouvaient utiliser directement sur les graines, en fait, du tournesol. Cet insecticide-là se transporte dans la plante et protège la plante pendant toute sa croissance. Mais avec un effet indésirable, c'est qu'on retrouve des traces d'insecticides dans le nectar et dans le pollen de ces plantes. Donc les apiculteurs ont fait le lien entre ces traces de résidus d'insecticides qu'on trouvait dans l'alimentation de l'abeille et leur dépopulation. Donc les scientifiques se sont emparés donc, de cette question et ont essayé de comprendre quels étaient les effets de ces faibles concentrations sur les butineuses. Les abeilles sont des insectes sociaux. Leur comportement va toujours dans le sens de la sauvegarde de la colonie. En revenant à la ruche, une butineuse qui a découvert une source importante de nourriture utilise un système de communication très particulier. Une butineuse va aller voler en plein champ et qu'une fois qu'elle a identifié un endroit où il y a beaucoup de fleurs, qui est très intéressant pour la ruche, elle va revenir et elle va le dire aux autres abeilles. Pour ça, elle va faire une danse. Elle fait une danse qu'on appelle en 8. Dans cette danse en 8, il y a 2 informations essentielles, c'est la distance
donc à quelle distance se trouve cette ressource et dans quelle direction en fait elle est à la sortie de la ruche. Et les abeilles vont former une petite cour en cercle autour de cette abeille et elles vont reconnaître ce code, c'est comme une carte en fait. Et grâce à ça, elles vont retrouver en fait la ressource florale. Dans le cadre de ses travaux sur les effets indésirables de ces faibles doses de pesticides, Axel Decourty s'appuie sur un test de retour à la ruche des butineuses en milieu naturel. Julie Fourier mène le projet de validation de la méthode pour mieux évaluer la toxicité des néonicotinoïdes avant leur mise sur le marché. On capture des butineuses qui reviennent à la ruche. On en capture environ 170-180 pour espérer en marquer entre 120 et 140, donc une puce électronique. Donc une fois qu'on a capturé les abeilles à la ruche, on les ramène au laboratoire et on va commencer par capturer chacune des abeilles dans une cage à piston comme ceci, où on va immobiliser chacune des abeilles avec un piston en mousse comme ceci, ça permet de les immobiliser sans dommage pour qu'on puisse ensuite mettre un point de colle et une puce électronique sur son dos, sur son thorax. Alors une fois qu'on a relâché les abeilles marquées avec les puces RFID dans la cagette, on va donc passer à la phase d'intoxication à l'aide d'une solution sucrée. Donc pour ça, on intoxique les abeilles avec un petit système comme un cône de micropipette qui contient donc le sirop contaminé qu'on administre aux abeilles. Les résultats du test de retour à la ruche mené par Axel Decourty démontrent une augmentation du taux de mortalité des abeilles de 5 à 22% lorsqu'elles sont intoxiquées par un insecticide néonicotinoïde. Nos travaux démontrent que même à de faibles quantités d'insecticides, on peut faire mourir un individu parce qu'elle ne revient pas à la ruche. Une abeille qui ne revient pas à sa maison, dans sa ruche, va mourir. Donc on a un effet létal à de faibles concentrations. À l'entrée de la ruche, on a installé une plateforme en bois sur laquelle on a fixé 4 lecteurs RFID. RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification. C'est une technologie maintenant qui est utilisée un peu partout, soit les contrôles d'accès au bâtiment, le marquage des bovins, même sur les vêtements. Maintenant, dans les magasins, on trouve du RFID. Et donc, c'est un système qui permet de tracer les entrées et les sorties des abeilles qui reviennent à la ruche. Donc en fait, l'abeille va passer donc, dans un canal de lecture ici et le lecteur va envoyer un signal radio et en retour, donc l'abeille marquée avec sa puce électronique va renvoyer un signal qui va permettre de l'identifier grâce à un code unique. Et en même temps que le code unique qui permet d'identifier l'abeille va être capturé, les informations temporelles aussi comme la date, les heures, les minutes, les secondes vont être également enregistrées. Alors le dispositif, il est installé quand? Ça fait 5 jours qu'il est en place. Tu as regardé un peu les enregistrements là? Ouais, j'ai regardé, on est déjà sur 24 heures, on est à 1700-1800 données. Après, vous n'avez pas regardé encore les entrées et les sorties? Non, on va regarder, on va passer ça à l'analyse statistique après pour déterminer les entrées et les sorties. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Voilà, on parle d'agroécologie. L'agroécologie, c'est bien produire notre alimentation en préservant des services écologiques comme le service de pollinisation. Donc considérer demain que l'agriculteur n'est pas qu'un producteur d'huile, de graines ou de fruits et légumes, mais il est aussi un producteur de services écosystémiques. Donc ça, il y a une prise de conscience là-dessus. La question c'est, est-ce qu'on a encore le temps d'arrêter l'érosion de la biodiversité qui est là, qui est constatée, qui est scientifiquement prouvée.
Dans les Alpes de Haute-Provence, les gorges de la Blanche sont la porte d'entrée de l'exploitation agricole de Didier Barneau. Il gère 350 hectares d'une dizaine de propriétaires qui ont quitté la région dans les années 90. Didier cultive des lentilles, du petit épeautre ou du sarrasin, mais aussi des fleurs sauvages pour la revégétalisation des espaces dégradés. Dans cet écrin ultra protégé de toutes agressions chimiques, les abeilles sont pour lui de véritables partenaires. C'est particulièrement mellifère finalement, c'est plein d'abeilles. On les voit là zonzonner. C'est parti. Il y a quelques coquelicots, mais bon, c'est pas franchement gênant. À la récolte, on pourra trier les graines. C'est assez réussi, c'est pas tout le temps comme ça. Je travaille en biologique depuis déjà mon installation en 88, donc ça fait plus de 30 ans. Donc en fait, je cherche toujours à avoir tout ce qui est naturel, qui peut apporter quelque chose de positif sur ma production. Je suis preneur, quoi. Vu que je me passe des pesticides, je me passe de tout ça. Donc il faut quand même qu'il y ait une production au bout, donc j'ai besoin du maximum d'associés. Et les abeilles font partie de ça, vu qu'elles pollinisent les fleurs. Et moi, comme ma production finale, c'est des graines, j'ai besoin que la pollinisation soit faite et dans les meilleures conditions. Voilà, donc les abeilles sont les bienvenues, évidemment. Les fleurs de Didier Barneau ont besoin d'être pollinisées, c'est-à-dire d'être fécondées. C'est là qu'interviennent les abeilles de Lionel Roland, son voisin. Cet apiculteur passionné possède plusieurs ruchers dans la vallée de la Blanche et c'est tout naturellement que les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente. Nous, dans des zones, donc, comme on est ici, de montagne, au niveau de ce qu'on trouve dans les champs, prairies naturelles, ce qui va nous intéresser, c'est principalement deux choses. Donc récolter, qu'il y ait une source de nectar pour les abeilles, de manière à ce qu'elles puissent récolter du miel. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'elles puissent récolter du pollen de fleurs. Ça va être donc l'alimentation des futures petites abeilles à naître. Et elles ont absolument besoin de pollen pour que la colonie prospère. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Et le fait d'être sur des endroits qui sont relativement naturels, comme ici chez Didier, qui est lui en plus en agriculture biologique, c'est vraiment, on va dire, le paradis des abeilles et c'est ce qu'on recherche. Alors on n'a pas une densité florale ultra importante, voilà, mais par contre la qualité que l'on fait ici, autant au niveau du pollen que du miel, c'est vraiment très enrichissant pour les abeilles. Les premiers spécimens d'abeilles sont apparus avec l'émergence des plantes à fleurs il y a plus de 100 millions d'années. Aujourd'hui, le partenariat entre Didier, l'agriculteur, et Lionel, l'apiculteur, s'inscrit dans une continuité vertueuse. Les plantes qui ont besoin d'être fécondées par les abeilles sont justement jolies et fleuries et les fleurs se font belles pour les abeilles, pas pour nous en fait. Là, on profite un petit peu justement de la nature parce que nous on trouve ça beau, mais en fait elles se font belles pour séduire les abeilles, quoi, pour être fécondées. Donc voilà, on est gagnant là aussi d'avoir des abeilles autour de nous pour avoir des beaux paysages, quoi. Les paysages de la vallée de la Blanche ne sont jamais aussi spectaculaires qu'au moment de la floraison, vers la fin du mois de mai. Attirés par le nectar, ce liquide sucré que la fleur sécrète pour les séduire, les abeilles peuvent transporter le pollen de plus de 300 fleurs d'une seule espèce par sortie. C'est par rapport à mon pollinisation et au pollen, c'est-à-dire que l'abeille vient récolter le pollen sur la fleur et ce faisant, elle en perd un petit peu une partie du pollen qu'elle transporte, elle le transporte à d'autres fleurs tout en butinant, quoi. Et voilà, et du coup c'est une fécondation en fait. Les fleurs sont fécondées par le pollen. Pour découvrir le monde des abeilles, il ne faut jamais oublier une idée surprenante pour les humains. Seule, l'abeille n'est rien.
à tel point que si l'on veut comprendre ces petits insectes, il est préférable de considérer chaque colonie, chaque ruche, comme un être vivant global dont les abeilles ne sont que les parties. Donc sur un cadre de corps de ruche, on va retrouver principalement trois parties. Donc la partie centrale qui est plutôt destinée au couvain. Donc le couvain, c'est les futures petites abeilles à naître. En périphérie du couvain, on va retrouver des petites alvéoles de couleurs différentes, un petit peu jaune-orange. Ça, c'est le pollen de fleurs qu'elles ont ramassé sur les fleurs. Ça va servir à nourrir les bébés abeilles en quelque sorte. Donc une fois que les larves sont nourries, vous avez une petite pellicule qui va venir se boucher et ensuite l'abeille va se transformer, la larve va se transformer en nymphe, puis elle va sortir abeille. Et sur la partie haute du cadre, les abeilles vont stocker donc le miel dans les alvéoles. Donc ce qu'on voit ici, là, voilà, c'est des opercules remplis de miel et quand le miel est mûr, les abeilles vont mettre une petite pellicule de cire pour protéger ce miel. Là, on voit une abeille avec du pollen de fleurs sur ses pattes. Cette petite pelote, elle va la glisser au fond de l'alvéole et elle va la tasser pour la conservation. Donc là, elle vient de récolter du pollen sur des fleurs, donc dans les champs qu'on a vus. Et ensuite, elle va venir stocker son pollen dans les alvéoles. Dans les pelotes qu'elles accrochent à leurs pattes arrière, elles ramènent à la colonie des acides aminés, les vitamines, les sels minéraux et quelques lipides utiles à sa subsistance. J'ai pris une pelote de pollen, je l'ai écrasée et diluée avec un peu d'eau et on va aller voir dans le microscope comment est fait ce pollen. Donc là on voit qu'il y a des milliers, voire des millions de grains de pollen de différentes couleurs et puis après ça dépendra de la fleur, du type de fleur que nous allons récolter, que l'abeille va aller visiter. Là, en l'occurrence, c'était donc du cyste. Chaque grain qu'on voit au microscope est assemblé, est amalgamé par l'abeille, et c'est ce qui donne la pelote finale qu'on voit sur ses pattes. C'est des millions de grains qui sont formés pour créer cette pelote de pollen qui va permettre de nourrir des larves dans la colonie, qui va permettre de nourrir des abeilles dans la colonie, et qui va permettre, in fine, de nous nourrir nous aussi, puisque grâce à ces vols et à ces visites de fleurs, elles pollinisent 80% de la planète, et un tiers de cette pollinisation représente notre alimentation directement. C'est de la sauge. Ça, c'est de la sauge, donc la sauge sauvage. Ça, c'est une plante qui est bien mellifère, les abeilles aiment bien. Et donc nous, quand on a des champs comme ça, c'est parfait pour nous. Non, ça c'est pas leur tasse de thé, c'est des belles fleurs, mais elles ne vont pas chercher du nectar dessus. Certains chardons sont intéressants aussi pour les abeilles. Tu as un petit peu de thym, du coup, du thym sauvage? Oui, c'est ce que je voulais te montrer là. Regarde ça. Donc ça, on peut le manger? On peut le manger, ça a le bon goût, du thym. Ah ouais. Ben, lui, il n'a rien à perdre à accueillir des agriculteurs, des apiculteurs comme nous, parce qu'on demande un petit coin de prairie, on pose nos ruches sur une petite bande. Donc lui, je dirais, ça lui coûte rien et ça va lui apporter. Nos abeilles vont butiner toutes ces petites fleurs de prairie et vont permettre que ces fleurs se multiplient et du coup avoir une diversité florale qui seront intéressantes pour lui, pour ses cultures. Tu l'as moissonné quand là? Dès qu'il y a la majorité des graines mûres. D'accord. Ça, c'est un technicien qui te dit qu'il faut venir ou c'est toi qui as l'habitude Oh, on fait ça de concert. Ouais. On calcule pour avoir le maximum de graines. D'accord. Donc dans 3 semaines à peu près. Ben voilà, nous on sera partis sur les lavandes. C'est impeccable. Voilà. Tu n'as plus besoin de mes fleurs. Non, j'ai besoin de tes fleurs. Je te laisse récupérer tes graines et voilà. Parfait. L'abeille possède des ressources insoupçonnées qui lui permettront peut-être de sauver sa peau. Mais l'homme, qui lui doit tant, se doit de continuer à lui apporter son aide. Au pied de la Sainte-Baume, les chercheurs de l'Observatoire français d'apidologie
ont créé un véritable asile écologique à l'Apis mellifera, l'abeille domestique. On est en fait dans une situation qui est assez particulière. On a beaucoup d'alertes aujourd'hui qui nous font, en principe, qui devraient nous faire comprendre que la planète se porte mal. Et malheureusement, face à ces alertes, on a l'impression que non, les systèmes perdureront, que la planète continuera à vivre et que rien n'arrivera dans le futur. Si, aujourd'hui, nous avons des alertes qui font en sorte que nous devons agir. On doit savoir où est le problème et on doit essayer de proposer des résultats, proposer des solutions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer l'Observatoire français d'apidologie pour essayer d'apporter des résultats sur la mortalité des abeilles avec des travaux de sélection et d'élevage très poussés pour permettre aux apiculteurs d'avoir des abeilles qui seront en quelque sorte régénérées, c'est-à-dire qui pourront faire face à toutes les perturbations qu'elles rencontrent. Alors tu vois, elle s'excite un peu. Parce que je les ai laissés un peu trop longtemps dehors. Et du coup, elles battent leur appel. Ça va se calmer après quand elles vont sentir les phéromones. La reine a des phéromones, vu qu'elle s'est faite féconder, c'est une reine en ponte. Donc la reine a des phéromones et en gros c'est la carte d'identité de la ruche, c'est leur point de repère, c'est le fonctionnement de la colonie. S'il n'y a plus cette phéromone, dans les 2 heures de la disparition de la reine, les abeilles vont commencer le processus d'élevage. Elles vont commencer à travailler certains œufs pour en faire des futures reines. Pour un apiculteur, la reine est donc primordiale. Plus elle va pondre, et plus il y aura d'abeilles régénérées, et donc moins de mortalité. C'est pourquoi ici, on s'intéresse tout particulièrement à leur fécondation. Dans le cadre de la sélection, on peut procéder à l'insémination d'une reine vierge avec du sperme de mâle qu'on a choisi, qu'on a sélectionné dans des ruches dont les critères qui nous intéressent correspondaient. Le but, c'est qu'ensuite elles puissent pondre des œufs qui nous donneront de nouvelles reines grâce au greffage. Donc on la met sous atmosphère de CO2, ce qui est l'anesthésie. J'ai donc préparé la reine vierge en présentant le bout de son abdomen vers le haut sous mon microscope. Et avec le crochet ventral, je vais déjà attraper son ventre afin d'écarter sa carapace. Je prends le crochet dorsal pour attraper le dard. Il y a un petit trou dans mon crochet, donc je fais passer le dard dans le trou et j'écarte vers la droite. Et on voit apparaître là le vagin dans lequel je vais venir insérer le petit capillaire. J'insémine avec 8 microlitres de sperme et une fois que l'opération est faite, je peux retirer le capillaire et libérer la reine. Je la récupère, j'enlève l'arrivée de CO2 et après, comme elle dort, elle ne peut pas sortir toute seule. Voilà, et là, d'ici 5 minutes, elle sera réveillée, on pourra aller la remettre, 5-10 minutes, on pourra aller la remettre dans la ruche d'où elle vient. C'est des mini-ruches qui vont nous servir à élever nos reines. Et en fait, si on a un souci sur une ruche ou autre, sur nos colonies ou des apiculteurs qui ont besoin de reines, on les élève dedans, on leur laisse à peu près 15 jours, 3 semaines de ponte. On les prélève et puis on les distribue après ou dans des ruches orphelines ou à des apiculteurs. Il y a des œufs déjà, c'est le plus important. Quand on ouvre une ruche, première chose qu'on va chercher à voir, c'est la nourriture qu'il y a autour dans les cadres en fait. Savoir si elles ont des réserves. Et les œufs, c'est primordial, parce qu'un œuf, ça nous permet de savoir immédiatement s'il y a une reine ou pas.
Chez l'humain, le temps de gestation est de 9 mois. Et ensuite, il faut en gros 18-20 ans pour qu'une personne devienne adulte. Chez l'abeille, elle va passer 21 jours dans sa cellule, dans son alvéole. Et à sa naissance, dans la minute qui suit sa naissance, l'abeille est adulte. Elle a toutes les capacités, toutes les connaissances et toute la mémoire de la ruche. Il y a l'abeille domestique, la plus connue, Apis mellifera, celle dont les colonies emplissent les ruches et dont l'homme tire le miel. Et puis, il y a les abeilles sauvages, insectes solitaires au comportement bien différent. Moins connues du grand public, elles n'en demeurent pas moins des acteurs essentiels de la pollinisation des plantes à fleurs. Chercheur enseignant, Benoît Gesselin est à la tête d'une étude scientifique chargée d'étudier la répartition des abeilles sauvages dans les espaces verts marseillais. Rien que sur ces petites fleurs, sur ces chardons, là, on va avoir une vraie diversité d'abeilles sauvages. On va avoir des petites abeilles sauvages qui font quelques millimètres. Alectus cabiosae. Je l'ai. Ici, vous avez un mâle, probablement Alectus cabiosae. Et on le reconnaît à ses antennes un peu plus longues et son abdomen un peu plus allongé. Ces espèces-là, dans la faune française, elles vont de quelques millimètres, seulement 2-3 mm pour les plus petites, à 30 mm pour les plus grandes. Et elles ont des structures de récolte de pollen qui sont différentes. Certaines vont récolter le pollen sur leurs pattes, d'autres sur le côté de leur abdomen, d'autres sous leur abdomen. Et en fait, toute cette diversité de taille et de manière de récolter le pollen, ça va permettre de butiner toute la biodiversité de plantes qu'on a. Vous voyez, on n'a pas que du chardon, on a d'autres plantes à fleurs ici. Et pour butiner toutes ces plantes à fleurs, il faut bien une biodiversité d'abeilles sauvages. La chose que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines abeilles qui sont, on va dire, très spécialistes, c'est-à-dire qu'ils vont butiner qu'une espèce de fleurs. On peut penser aux espèces d'abeilles qui permettent la reproduction des orchidées, par exemple. Et d'autres espèces qui vont au contraire être très généralistes et qui vont butiner toute une gamme de fleurs. Et donc il faut quand même imaginer qu'il y a plus de 80% des plantes à fleurs en région tempérée qui nécessitent un vecteur animal pour leur reproduction. Il faut bien imaginer que quand vous regardez autour de vous, il y a 9 plantes à fleurs sur 10 qui n'existeraient pas si à la génération précédente, un insecte n'était pas venu se balader sur ces fleurs. Depuis 2016, un partenariat a été conclu entre l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie et la ville de Marseille pour équiper 12 des 18 parcs et jardins de la commune de petits hôtels à insectes. Leur rôle, servir d'abri aux abeilles sauvages. Mais dans ce premier module, ce qui est intéressant pour moi, ce sont les bambous ou les cannes de Provence. Et vous voyez qu'il y a un opercule qui a été rajouté par les abeilles, qui est en fait un mélange d'eau et de terre qui fait une espèce d'argile en fait. Et elles vont boucher l'entrée de leur galerie avec de l'argile. Et dans ces galeries, elles vont pondre entre 3 et 5 larves. À côté de ces larves, elles vont déposer un pain de pollen. Donc c'est un mélange d'un peu de nectar et surtout de beaucoup de pollen. Et la larve, pendant toute sa maturation, elle va dévorer ce pain de pollen jusqu'à sa métamorphose sous forme d'adulte, sous forme d'imago, et qui émergera la saison suivante. Et vous avez aussi des coquilles d'escargots. Ces escargots-là, ils peuvent servir également de site de nidification à des espèces d'abeilles tout à fait particulières, qui sont des abeilles hélicicoles. Alors il y en a une qui est vraiment remarquable dans le massif des Calanques, qui est un peu dans toute la Provence. Mais encore une fois, ces hôtels à insectes, ce sont pour les abeilles qui vont nicher au-dessus du sol. Et ça, c'est environ 15 à 20% de la faune française. En fait, finalement, pour l'extrême majorité des abeilles, pour plus de 75% d'entre elles, elles sont terricoles, c'est-à-dire qu'elles nichent
dans le sol, elles vont creuser une galerie. Et dans cette galerie, elles vont pondre une dizaine d'œufs, une dizaine de larves. Et donc les œufs vont éclore sous forme de larves. Et les larves vont dévorer de la même manière que dans les bambous et dans les coquilles d'escargot, des pains de pollen. En étudiant les clients de ces hôtels disposés à Marseille, l'équipe de Benoît Gesselin a fait une découverte inattendue. À la base, on était parti en se disant que les hôtels à insectes, les hôtels à abeilles, étaient un outil de protection, d'aide à la biodiversité, que ça permettait potentiellement d'héberger de nombreuses espèces d'abeilles sauvages. Et en fait, on a été assez déçus par nos résultats parce que la première chose, c'est qu'on a eu une diversité très faible, parce qu'on a eu 5 espèces d'abeilles en tout. Et surtout, l'espèce la plus abondante qu'on a eue, c'est celle-ci. C'est une espèce exotique qui s'appelle Megachilus cultularis, ou l'abeille résineuse géante en français. Et cette espèce-là, elle est arrivée en France en 2008 à côté de Marseille, à Allot en fait. Elle a été décrite pour la première fois en Europe à Allot. Et c'était la première espèce d'abeille exotique de la faune européenne. Et en fait, cette espèce, elle a tendance à se disséminer très vite en Europe. Alors là, vous avez que des femelles. Hein. Et son deuxième petit défaut, c'est qu'elle a tendance à beaucoup aimer les hôtels à insectes. Et dans les hôtels à insectes, à chasser les autres occupants. En fait, elle est un peu territoriale. Et ce qui fait qu'elle va aller vider les nids des autres espèces et pour s'installer à la place. Donc, en fait, on a trouvé que dans les hôtels à insectes où il y avait Megachilus cultularis, eh ben, il y avait beaucoup moins des autres espèces d'abeilles. Il y avait en fait plus qu'elle. Il ne reste quasiment plus qu'elle. Quand elle a décidé de nidifier dans un hôtel à insectes, eh ben, encore une fois, elle est territoriale, elle va faire le ménage autour d'elle en enlevant toutes les autres espèces d'abeilles sauvages. Qu'elle soit sauvage ou domestique, l'abeille a ses prédateurs et la colonie ses fléaux. Mais l'ennemi numéro 1 reste le Varroa destructor, originaire d'Asie du Sud-Est et observé en France en 1982. Dans le monde, rares sont les pays épargnés par cet acarien. Il s'introduit dans les alvéoles, y pond, puis ses petits sucent le sang des larves et des nymphes qui naissent atrophiées. La nature, c'est finalement comme une énorme bibliothèque qui serait pleine de livres. Ces livres qui nous donneraient toutes les solutions que nous devons adopter. La seule chose, c'est que le plus souvent, on ne sait pas lire les livres. Donc il est extrêmement important, ce qu'on fait ici avec l'OFA, il est extrêmement important d'avoir une conversation avec la nature. C'est-à-dire d'apprendre dans la nature, ces 2,5 milliards qu'elle a derrière elle de recherche et développement, d'apprendre d'elle tout ce que nous devons savoir pour pouvoir pallier aux difficultés que nous rencontrons. Quand elles ne sont pas exposées à des pesticides ou attaquées par des parasites, les abeilles rencontrent une autre menace pour leur survie. La pratique de monoculture intensive appauvrit considérablement leur alimentation. À Avignon, les chercheurs de l'INRA ont émis l'hypothèse d'une disette des abeilles. La disette, en fait, c'est quand il n'y a plus rien ou très peu de fleurs, de ressources nutritives à l'extérieur. Elles sont en carence de pollen ou de nectar, donc elles ne pourront pas produire des nouvelles larves, donc plus de nouveaux adultes. Donc en général, ce qui se passe, c'est que la reine, la colonie le perçoit, et la reine va cesser de pondre. Et donc la colonie va s'arrêter de se développer. Et ça va reprendre dès que la disette est finie, dès que des ressources seront disponibles dans l'environnement. Les apiculteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du miel. Et donc s'ils ne bougent pas les ruches, par exemple ici dans le sud de la France, s'ils ne bougent pas les ruches, la récolte de miel va être très très faible. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils transhument, c'est-à-dire qu'ils vont apporter leur ruche là où se retrouvent, sur les ressources, à côté des ressources. La transhumance est une tradition depuis les années 60 et la professionnalisation de l'apiculture. Elle se pratique toujours de nuit, lorsque toutes les butineuses sont rentrées à la ruche. Lionel Roland et sa fille, Montaigne,
ont quitté les gorges de la Blanche et leurs montagnes quelques heures plus tôt, avec une cinquantaine de ruches sur leur camion. Au petit matin, à quelques kilomètres de Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, ils vont décharger les ruches à proximité des champs de lavandin, un cousin de la lavande moins cultivé. La floraison des lavandes dure environ 1 mois, de quoi tirer une quinzaine de kilos de miel par ruche. Voilà, donc le but de la transhumance, c'est de changer pour avoir différents types de miel. Et bien évidemment, le miel de lavande, c'est un miel qui est extrêmement prisé. Des amateurs de miel et des gourmands, puisque c'est un miel qui est doux. Et la lavande, c'est intéressant pour nous parce que c'est une plante qui est très mellifère. Le miel de lavande représente plus de la moitié des 25 000 tonnes de miel produits par les 3 600 apiculteurs de la région. Chacun d'entre eux a sa propre méthode. Nous, on a choisi un mode de palettisation qui nous est propre. C'est 4 ruches en ligne. Et du coup, elles regardent toutes dans le même sens. Et elles sont toutes un petit peu espacées pour pouvoir travailler de chaque côté des ruches. Donc là, on vient de quitter les ruches. Elles sont toutes positionnées. Donc là, on va aller les ouvrir. Et puis les abeilles vont commencer à sortir, parce qu'en plus il fait soleil, le jour s'est bien levé. Et les abeilles vont commencer à faire un petit vol de repérage autour de la ruche. Et très rapidement, elles vont repérer les champs de lavande, des hectares qui sont très importants ici. Et elles vont attaquer le travail dès aujourd'hui. Alors il faut savoir par exemple que par contre sur la lavande, il n'y a pas de pollen, donc les colonies s'affaiblissent. Elles vont tous sur la lavande, donc ça va faire beaucoup de nectar qui vont transformer en miel. Mais le développement de la colonie qui se fait à base de pollen va être stoppé. Donc en général, elles ressortent de la lavande un peu épuisées. À la fin de la floraison des lavandes, vient le temps de la récolte. Sur le plateau de Valençol, qui fait la fierté de la Provence, commence le bal des machines, qui, comme chaque année à la fin juillet, est synonyme de forte mortalité pour les abeilles. Les lavandiculteurs sont souvent regardés comme des gens responsables de l'affaiblissement des colonies. Mais l'agriculture a évolué. Alors à l'origine, les apiculteurs sont très liés aux lavandiculteurs évidemment parce que pour la Provence, le miel de lavande c'est une des productions essentielles pour les apiculteurs. En fait c'est la production majeure de l'été et de la fin de la saison apicole. Et évidemment ils espèrent que les abeilles puissent butiner le maximum les fleurs qui sont à leur disposition et mises à disposition par les cultivateurs, donc les lavandiculteurs. Les lavandiculteurs, eux, sont bien obligés de couper au moment de la floraison parce que pour que la qualité de l'essence soit au rendez-vous, pour que les dernières coupes ne soient pas trop tardives et qu'il n'y ait pas des risques d'orage, des risques de sécheresse, ils coupent au moment où il y a quelques abeilles qui butinent, ou voire beaucoup d'abeilles qui butinent sur les fleurs encore. Ils n'ont pas le temps de sortir, ça va. Moi j'ai dit elles ont 2 secondes, mais elles ont une demi-seconde. Ouais. Et entre le moment c'est que les ameneurs les prennent et qu'elles se retrouvent dans le rotor, elles n'ont pas le temps de sortir. Comme en plus la machine, elle resserre, donc elles se retrouvent prises au milieu. C'est ça, elles n'arrivent pas à sortir. Et c'est fini, après elles partent dedans et elles se font aspirer. Au plus ça va, au plus ça serre, elles n'arrivent plus à sortir. Du coup on a pensé à ce système-là avec des barres, c'est tout simple, hein. C'est deux tiges qui vont venir caresser les fleurs juste avant qu'elles soient resserrées, qu'elles soient regroupées. Et ces barres, donc, elles sont réglables hein, au niveau de la longueur et au niveau de l'inclinaison.
Et du coup, on va pouvoir faire en sorte que on balaye simplement sur les fleurs et qu'on fasse partir les abeilles. Parce qu'en fait, l'abeille, au moment où elle butine sur la fleur, elle s'agrippe parce que des fois il y a du vent, la fleur bouge, etc. Donc elle est agrippée, elle est très concentrée à son butinage. Et du coup, il faut vraiment avoir un effet mécanique pour arriver à la faire partir. Parce que si on souffle juste dessus, enfin, elle ne part pas, quoi. Grâce à des financements privés collectés par le Fonds de sauvegarde de la lavande, 70 machines sont déjà équipées en série de ce kit de chasse-abeilles. Charles Housseglio fait partie des agriculteurs volontaires qui en ont accepté le principe. On essaye quand même, les agriculteurs, on n'est pas que des pollueurs ou des assassins. La preuve, c'est que voilà, on accepte d'essayer de préserver une espèce animale en danger. Et c'est très très bien. Et j'encourage tous les agriculteurs à garder cet équipement. Parce que voilà, ça représente pas grand-chose. Et en coût, c'est compris dans le prix de la machine. Donc voilà, je veux dire, et je trouve ça très bien que maintenant les machines soient équipées de ça. Et ça me fait presque râler de voir que des agriculteurs qui ont souvent des ruches en plus, leurs machines étaient équipées et qu'ils les ont enlevées de suite. J'arrive pas trop à comprendre ça, mais bon, après c'est leur choix. Moi je suis pas là pour tout tuer. Hein. Ça n'a été pas une mince histoire parce que, vous voyez, quand la machine coupe, ça crée beaucoup de matière végétale qui sont entassées dans des bennes. Et cette matière végétale, on en a pris des sacs et des sacs et des sacs. On a tout étendu et on est allé compter les abeilles qui avaient été aspirées par la machine avec ou sans le dispositif. Et on a constaté que ce dispositif était efficace puisque 50% des abeilles étaient sauvées. Donc c'est très bien, et puis franchement, ça gêne absolument pas. Je veux dire, je vois pas s'il y a des producteurs qui râlent de ça. Il y a des mauvais retours. Hein. Non, voilà, je veux dire. Après, dès qu'il n'y a plus de fleurs, on peut toujours les enlever. S'il n'y a vraiment plus de fleurs, plus d'abeilles, ça gêne absolument rien à la visibilité. Et quand on voit les abeilles partir devant, on est content. C'est que ça marche, c'est bon. C'est bon. C'est que ça marche, c'est efficace. Après, voilà, 50%, c'est déjà pas mal. Oui, mais après, voilà. Là, maintenant, voilà, après les lavandes, tout l'enjeu des apiculteurs, c'est de refaire repartir les populations pour l'hiver. Pour l'hiver, d'avoir des ruches costauds. D'accord. C'est à eux aussi à s'occuper de faire en sorte que ce soit des abeilles saines, qui aient une bonne alimentation, etc., sans parasites, parce qu'on a aussi des problèmes de parasites sur les abeilles. Donc voilà. Là, c'est le boulot des apiculteurs, vraiment. On n'a pas les mortalités qu'on va retrouver dans certaines régions, qui ont une activité intensive au niveau de l'activité humaine, quoi. Voilà, hein. Ça peut être les industries, ça peut être les traitements, ça peut être le manque de biodiversité, beaucoup aussi, le climat qui est très très important pour la production de miel. Ça a été le cas cette année, le climat nous a un petit peu manqué. Et quand on a on va dire, le bon endroit avec des fleurs, qu'on a des abeilles, un climat qui s'y prête, on arrive à faire du miel. Et s'il y a un des trois ingrédients qui n'y est pas, eh bien on ne fait pas de miel. Voilà. Donc c'est à la fois simple et compliqué, mais c'est l'apiculture. Je suis né en 1955, j'ai 65 ans. Lorsque je suis né, nous étions 2,5 milliards sur la Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards.
et probablement 1,5 milliard de plus dans les 30 ans à venir. On prend conscience que la Terre, notre terre nourricière, a énormément évolué, énormément changé. Si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de changer nos habitudes, de prendre nos responsabilités, de faire évoluer les choses dans le bon sens pour laisser aux générations futures un monde meilleur, alors nous n'aurons tout simplement pas rempli notre mission. Sentinelles de la biodiversité, les abeilles sont indispensables à l'homme. De leur santé dépend la santé d'une grande partie de nos cultures et donc notre propre alimentation. Les insectes pollinisateurs n'ont pas vraiment besoin de nous, mais nous avons terriblement besoin d'eux. Alors tous ensemble, faisons une fleur aux abeilles avant qu'il ne soit trop tard.